Et nous avons décidé, avec vous, lors des précédentes éditions, de présenter la thématique du sport et du diabète. Et toute cette présentation sera en grande partie tournée autour de cette thématique. Et en deuxième partie de ce webinaire, nous aurons la chance de recevoir un collaborateur, un collègue diabétologue qui s'appelle le docteur Saïd Beka, qui a eu quelques problèmes de train, mais normalement, il pourrait nous rejoindre en temps voulu pour nous présenter une expérience de sport extrême qu'il a pratiquée avec une dizaine de personnes vivant avec un diabète, et pour certains étaient équipés d'une boucle fermée, c'est-à-dire ce qu'on pourrait, enfin un pancréas artificiel, mais il nous parlera de son expérience, ça située à l'Annapurna, et je pense qu'il va nous faire rêver. Mais avant, je vous propose de résumer un petit peu ce qu'est SFDT1 et quels sont les objectifs. Je rappelle que ce projet, ça a été initié, pensé au début, il y a à peu près 5 ans, par une société savante. C'est une société qui rassemble des médecins, des chercheurs, des infirmières qui s'intéressent au diabète, et ils se sont dit, le diabète de type 1, c'est quand même une pathologie qui a encore beaucoup de questions à résoudre, parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont associées à la maladie, en particulier le stress qu'on peut vivre avec un diabète, et qu'est-ce que ça a comme conséquence. Donc, il y avait énormément de questions, et c'est pour répondre à ces questions qu'on on a été sollicité avec Emmanuel pour monter ce projet, le coordonner. Et vous savez que toute étude en recherche, il y a un cadre réglementaire très figé, mais il faut qu'il y ait un responsable réglementaire, et c'est une fondation qui est la responsable réglementaire de ce projet, qui s'appelle la FFRD, pour Fondation francophone pour la recherche sur le diabète. Et donc, c'est cette fondation qui est le promoteur de SFDT1. Donc, vous voyez ici en photo les différents acteurs qui travaillent au quotidien, et vous pouvez avoir là la photo de Guy qui n'est pas présent. Les autres, vous les avez vus par le Zoom. La Et on suivante. n'a pas vieilli, hein, ça fait plaisir. Enfin, surtout toi. Je vais rappeler un petit peu les éléments dans un premier temps, et Emmanuel parlera de l'actualité. Et puis, vous pouvez intervenir par chat, poser des questions. Ça a vocation à être interactif dans la mesure du temps qui nous est imparti. Donc, n'hésitez pas, et on va essayer de penser à s'arrêter régulièrement. Et Laura, tu nous interromps si on oublie, pour nous faire remonter des questions voilà, des participants. Mais donc, bienvenue pour participer au chat, de manière à peut-être nous demander de clarifier un point qui n'a pas été assez clair. Alors, les points clés du projet sont les suivants. C'est une étude épidémiologique, c'est-à-dire ce n'est pas une étude d'intervention où on va tester une nouvelle molécule. C'est une étude où on va essayer de mieux comprendre le diabète en observant les personnes qui vivent avec un diabète. On a un objectif très ambitieux d'inclure 15 000 patients adultes ou enfants vivant avec cette maladie, avec l'idée de essayer de comprendre comment mieux protéger les patients, en particulier tout ce qui est l'atteinte du cœur. C'était un de nos objectifs principaux de cette étude. La suivante. Donc, l'objectif principal, mais il y en a bien d'autres, c'est de mieux comprendre le diabète de type 1 afin de mieux comprendre le surrisque cardiovasculaire, c'est-à-dire la maladie du cœur liée au diabète. D'accord? Mais pour construire ce projet, habituellement, les chercheurs écrivent un projet et incluent les patients, analysent les patients et génèrent des résultats. Là, on a voulu vous faire participer à l'élaboration du projet, et il y a quelques années, on a fait des enquêtes auprès des patients pour savoir quelles idées vous vouliez développer, comment vous vouliez les développer, et la concrétisation de cette étude, elle a été possible grâce à vous aussi. Et ainsi, avec les échanges qu'on a régulièrement ensemble, on a construit une véritable communauté de patients et de chercheurs qui s'intéressent au diabète de type 1. Je vous l'ai dit, 15 000 patients à inclure. Emmanuel nous dira où on en est, est-ce qu'on y est ou pas, et dont 2000 enfants mineurs, enfin sujets mineurs, donc des adultes ou des enfants de plus de 6 ans. Un diabète de type 1 défini très simplement, c'est-à-dire des personnes qui ont démarré leur diabète avant l'âge de 35 ans avec une mise quasi immédiate à l'insuline. Et puis, on a une originalité dans cette étude, c'est qu'on va suivre les personnes très longtemps, de manière active. Ça veut dire il y a une consultation liée à l'étude tous les 3 ans, et puis par la base de données de la sécurité sociale, on va avoir la possibilité de suivre les événements de santé
vos événements de santé plusieurs dizaines d'années, ce qui est une ressource incroyable d'informations. Tout cela, bien sûr, a été encadré par la loi et ça a été autorisé par les comités d'éthique et le comité national informatique et liberté. Laura, il y a des questions? Pas encore? Pas pour le moment, non. Alors bien sûr, il faut générer des informations, des nouvelles informations. Et pour ça, on a construit avec une centaine de personnes qui sont les experts du diabète en France. Donc vraiment, on a rassemblé les médecins, les chercheurs pour faire une base de données médicale. Et c'est pour ça que parfois, lorsque vous êtes avec votre médecin, ça prend un peu de temps parce qu'à l'occasion d'SFDT1, on récolte un peu plus d'informations que lors de vos suivis au quotidien. Vous avez une prise de sang et ce sang a été mis de côté. C'est ce qu'on appelle une banque biologique ou en biobanque en anglais, de manière à ce que ces prélèvements puissent permettre d'identifier des nouveaux marqueurs de complications du diabète. L'idée, c'est que si on identifie un nouveau marqueur, eh bien, on pourrait savoir précocement qui fait une complication et qui ne la fait pas. Pour l'instant, ce n'est pas encore connu, mais on a quelques hypothèses. Et donc, si on associe les événements avec la prise de sang, eh ben on peut faire l'association et donc émettre des nouvelles hypothèses et peut-être même d'identifier des nouvelles cibles thérapeutiques et des nouveaux traitements. Et c'est pour ça qu'on a créé cette banque biologique où on prélève pas seulement le sang, on prélève l'ADN, on prélève les urines, etc. Et puis, autre élément très important, et ça c'est votre participation, c'est les autoquestionnaires. Vous recevez, pour ceux qui ont adhéré à ça, bien sûr c'est au choix, hein, il y en a qui n'adhèrent pas, tous les mois vous recevez un questionnaire sur une thématique différente, sur votre vécu. Et ça c'est original, parce que vous vivez au quotidien, nous on ne sait pas quels sont les éléments de ce vécu, et ça concerne votre qualité de vie, ça peut concerner la nutrition, ça peut concerner le sommeil, on en a parlé lors du dernier webinaire, et évidemment, ça peut concerner le sport, et c'est sur ce thème qu'on va revenir, parce que vous nous fournissez des données, mais on a cœur à vous restituer les résultats et d'en discuter avec vous. On a aussi la possibilité d'avoir les données de la mesure continue du glucose, en l'occurrence le freestyle libre, mais d'autres capteurs vont être récoltés dans un avenir proche. Et puis, comme je vous l'ai dit, on a accès à la base de données de la sécurité sociale pour permettre d'associer des événements de santé, les hospitalisations, parfois malheureusement quand ça arrive, avec toutes les autres sources d'informations. Ceci génère des nouvelles découvertes potentielles qui peuvent être vraiment très intéressantes et modifier la prise en charge du diabète. Et les webinaires, bien sûr, c'est ce que nous sommes en train de vivre actuellement. Pour l'instant, on se propose d'en faire à un rythme de 2 par an. On pourrait éventuellement changer le rythme si il y avait une majorité qui le souhaiterait. La suivante. Donc, je laisse la parole à Emmanuel qui va nous faire un petit point d'actualité sur où on en est. Donc, il y avait la question, là, j'ai vu dans le chat. Donc, vous voyez le nombre actuellement. Donc, on a bien grimpé dernièrement puisqu'on a dépassé 2000 participants. On en veut 15 000, hein, vous savez, on espère. Donc, c'est vraiment chouette. C'est parce qu'on a pu ouvrir des nouveaux centres dans toute la France et aussi dans les DOM. Et donc, ça avance bien. Donc, il y a 53 centres ouverts. On a donc 2061 participants. Pour les patients adultes, leur âge moyen il est de 41 ans. Vous voyez qu'on a 133 enfants qui ont été inclus. Et puis, sur la partie des questionnaires qu'on vous soumet en ligne, il y a 68% en moyenne des participants qui vont répondre aux questionnaires. On vous remercie, c'est vraiment très important. Et on va vous l'illustrer là. On a pris 2 questions, pris des questionnaires en ligne pour vous montrer un peu comment ça se passe et ce qu'on peut exploiter. C'est juste 2 exemples, évidemment, parce qu'on ne pouvait pas vous montrer tout et on exploite au fur et à mesure les données. On peut passer à la suivante. Donc voilà, donc, la répartition entre hommes et femmes. Chez les adultes, le plus jeune, il a 18 ans et on a notre doyen qui a 84 ans. C'est génial. 41 de moyenne d'âge, comme je vous disais. Et pour les enfants, on a pareil, un tout petit peu moins de garçons que de filles, entre 6 et 17 ans, puisqu'après, ils passent à l'âge adulte. Et d'ailleurs, pour les plus jeunes qui passeront en âge adulte, ils vont signer un consentement spécifique, puisque pour l'instant, c'est les parents qui signent. Quand ils deviennent adultes, ils signent pour participer s'ils le souhaitent, et ils ne signeront pas s'ils ne le souhaitent pas.
Donc, justement, on va vous montrer des exemples au sujet de questionnaires. On a choisi des exemples plutôt autour de l'activité physique. Donc, on va vous montrer la première question. Donc, la question, c'est une question qui a été posée dans les questionnaires en ligne. Hein. Si je n'avais pas de diabète physiquement, je pourrais faire, et on va vous montrer le type de résultat qu'il y a dans les participants SFDT1. On peut montrer. Et donc, vous voyez en fait que si on compare à si je n'ai pas de diabète, finalement, il y a quelques patients qui disent que je pourrais faire plus si je n'avais pas le diabète, bien plus, un peu plus. Il y a seulement 16%, enfin on va dire 17 en tout, qui disent qu'il n'y a pas trop d'incidence. Et il y a même quelques participants qui pensent que si ils n'avaient pas de diabète, ils en feraient moins, peut-être parce que justement, ils font beaucoup d'activités physiques pour mieux contrôler leur diabète. Donc, je ne sais pas où vous vous êtes placé, si vous avez répondu, si vous vous en souvenez, mais voilà. Donc, il y a quand même une limitation, on a l'impression, de l'activité physique en raison de cette maladie. Je vais vous montrer une deuxième question. Si je n'avais pas de diabète, donc là, on est plus sur l'activité physique vraiment, mais déjà sur les déplacements, par exemple les vacances, on a vu qu'il y avait quelqu'un qui était à Agadir, qui a de la chance, qui est au bord de la mer et au soleil. Alors là, la réponse des personnes, on va vous montrer. Ben voilà, ça serait beaucoup plus facile, bien plus facile, un peu plus facile. On voit que la majorité d'entre vous vous sentez limité dans votre déplacement en raison de votre diabète de type 1. Et puis, il y a allez, un peu plus d'un quart des participants qui pensent avoir un peu de limitation finalement, donc ce qui est très bien. Je crois que Laura, j'ai vu dans le chat qu'il y avait quelques questions un petit peu sur les objectifs de l'étude et sur des petites précisions. Donc, je pense qu'on peut faire une petite interlude là. Laura, tu veux me poser quelques questions et puis après, on reprendra. Hein. Alors, j'ai une question. Est-ce que ça signifie que de bonnes HbA1c au long terme ne suffisent pas pour éviter des complications? D'accord. Donc, en fait, l'idée, c'est finalement, je vis avec un diabète de type 1. Moi, je vais prendre en charge mon diabète de type 1. Je vais essayer de normaliser mes taux de glucose. Et en fait, l'HbA1c, c'est un bon marqueur de l'équilibre global sur les 3 derniers mois. Donc, si j'ai une bonne HbA1c sur le long cours, est-ce que ça suffit? Donc, on a des arguments pour dire que oui, mieux on équilibrera le diabète, mieux ce sera sur le risque de faire des complications au niveau du cœur. Mais on sait qu'il reste un risque résiduel. Et donc, c'est là-dessus qu'on va étudier. On pense qu'il y a des facteurs de stress, par exemple, qui peuvent intervenir, éventuellement des facteurs génétiques. Et avec les tubes de sang qu'on a, on pourra faire des études de ce type pour essayer de voir si la génétique influe, etc. etc. Et aussi, un dernier point, mais je pense que ce n'est pas vraiment le sujet aujourd'hui, mais je vous l'évoque, l'HbA1c n'est qu'un reflet global de l'équilibre glycémique sur les 3 derniers mois. Et vous savez que maintenant, avec les courbes de mesure continue du glucose, on va voir non seulement la moyenne, c'est-à-dire comment est votre taux de glucose en moyenne, mais aussi si ça descend beaucoup, donc les hypoglycémies, si ça monte beaucoup les hyperglycémies. Et cette variabilité dans la journée, des fois je suis bas, des fois je suis haut, etc. Et on pense que ça pourrait influencer le risque de faire des problèmes de complications au niveau des artères et du cœur. Et peut-être une petite deuxième avant d'enchaîner. Est-ce que tu pourrais rappeler les surrisques cardiovasculaires? Alors que le surrisque cardiovasculaire, ce qu'on appelle ça, en fait, désolé hein, si des fois on a notre jargon médical, donc on va reformuler bien. Donc c'est les maladies cardiovasculaires, donc du cœur et des vaisseaux, des artères notamment. Donc les artères qui sont importantes, c'est les artères qui irriguent le cœur. Quand elles sont bouchées, ça donne les infarctus, par exemple, des choses comme ça, ou l'angine de poitrine. Il y a les artères qui s'appellent les carotides qui vont mener le sang et l'oxygène au niveau du cerveau. Donc, quand on a des pathologies, ça pourrait donner des accidents vasculaires cérébraux. Ça, je pense que vous connaissez les attaques cérébrales. Et puis aussi, il y a les artères qui amènent le sang au niveau de vos jambes, et de mes jambes aussi d'ailleurs. Et si elles sont bouchées, il n'y a pas l'oxygène qui arrive au bout des jambes, mais ça donne de l'artérite, des choses comme ça. Voilà. Donc, je pense qu'on va poursuivre. Bien sûr, nous, on note des questions. Éventuellement, on répondra dans les chats rapidement, mais je pense qu'il faut qu'on continue. Je Donc, ce qu'on voudrais vous juste, propose… Ouais. Ah, faire vas-y, Jean-Pierre, oui. un tout petit commentaire par rapport à ce que, en fait, pendant que tu t'expliquais Ouais. clairement et tu répondais aux questions que Laura t'a posées, enfin, qui ont été posées, je lisais un peu les échanges de chat.
Je voudrais faire juste un petit complément et une petite remarque. Là, on parle d'activité physique et Emmanuel vous a parlé des complications cardiaques du diabète. En l'occurrence, là, dans le diabète de type 1, il n'y a pas forcément de lien entre le fait de faire du sport ou non et les complications cardiaques. On parle plus de ça dans le diabète de type 2. Il y a dans le chat quelqu'un qui a posé la question, mais quel type de sport, au vu de la recherche, est conseillé? Là, en l'occurrence, la question que nous, on avait en tête dans l'idée d'étudier le sport, c'était la question de savoir, est-ce que quand on a un diabète de type 1, on est gêné dans son activité physique, que ce soit une activité physique au quotidien ou un sport qui peut être plus intense? Est-ce que c'est une gêne? Et bien sûr, on a tous en tête ici l'idée que, enfin l'objectif que ça le soit de moins en moins. Alors, en fait, est-ce que parallèlement, le fait de faire une activité physique est protecteur d'un point de vue cardiovasculaire? En fait, dans le diabète de type 1, ça n'a pas été spécialement démontré. Ce qui nous importe, nous, quand on est diabétologue ou soignant, c'est que vous puissiez effectuer l'activité physique que vous souhaitez. Il n'y a pas d'injonction d'avoir une activité physique très intense. C'est mieux d'avoir probablement une activité physique régulière, mais comme toute personne de la population mondiale, c'est mieux de faire du sport que de ne pas en faire. Mais le fait de faire du sport n'est pas forcément quelque chose qui est une injonction dans le diabète de type 1. Par contre, ce que nous, on observe et ce qui a été confirmé dans les résultats qu'a montré Manu, c'est qu'il y a certaines personnes qui aimeraient faire du sport, mais qui n'en font pas et qui en font moins parce qu'ils sont un diabète de type 1 et ils le ressentent comme une gêne. Et donc, c'est ça qu'on a voulu étudier. Est-ce que c'est un obstacle pour faire du sport? Donc, pour répondre à la question qui a été posée dans le chat, est-ce qu'il y a un sport spécialement conseillé? Non. Le sport conseillé, c'est celui que vous souhaitez. Et l'intervention qu'on écoutera tout à l'heure, c'est juste ça montrera, en tout cas cette présentation, que ces patients-là n'ont pas ressenti d'obstacle à faire un sport extrême parce qu'ils ont un diabète de type 1. Alors, tous les diabétiques de type 1 ne sont pas les mêmes, mais en tout cas, c'est cette question-là qui nous a intéressés ici et c'est de ce sujet-là qu'on voudrait discuter. Donc là, maintenant, apparemment, vous êtes sollicité. Donc, à Voilà. vous de jouer. On va vous poser une question et vous allez pouvoir répondre là en ligne. On vous laisse du temps, bien sûr, je vous en prie. Donc, pensez-vous que l'activité physique augmente le risque d'hypoglycémie? Et nous, on a pu étudier, pendant que vous répondez, en fait, on a regardé un petit peu ça. Est-ce que, puisqu'on a un questionnaire sur l'activité physique, je ne sais pas si vous vous souvenez, lorsque vous avez fait la visite d'inclusion, on vous a posé des questions sur votre activité physique de tous les jours. Et on avait pour certains patients les données de la mesure continue du glucose, notamment avec le Freestyle Libre pour ceux qui l'utilisent. Et donc, on a pu mettre en relation, en fait, regarder s'il y avait une relation entre l'activité physique que vous pratiquez et le temps que vous passez en dessous de 0,70 grammes par litre. Donc ça, c'est la question qu'on vous pose actuellement. Hervé, les gens ont répondu? Oui, si tu veux, on peut afficher les résultats. Je On pense laisse comme encore ça, une on seconde. avance. 115, Ouais, 1, bien. 2, 3. Ok, Allez, ça mettre ça au marche. sondage, partager les résultats. Alors, Voilà. vous pensez, pour 75% d'entre vous, vous êtes super fort, hein, 75%, 25%, c'était dur à obtenir, que effectivement, si vous faites de l'activité physique, globalement, votre temps passé en hypoglycémie, évalué sur les 14 jours, hein, quand on évalue, nous, c'est sur les 2 dernières semaines, quand on vous fait les rapports, on regarde le temps passé, et sur 14 jours, vous pensez, pour 3/4 d'entre vous, qu'il y aura eu plus de temps passé en hypoglycémie pour les personnes qui font plus d'activité physique. Alors, je vais repasser la main à Jean-Pierre qui va vous montrer les résultats qu'on a dans l'étude. Alors avant, juste, je lis peut-être, Laura, tu as des questions à remonter ou Alors, on a eu des questions auxquelles vous aviez répondu. Alors là, j'en ai une. Alors, c'est pas vraiment lié à l'activité physique, mais ça reste intéressant. La répercussion du DT1 sur le cerveau et particulièrement la mémoire. Alors ça, c'est une question intéressante qui revient souvent dans nos webinaires et on a en tête, on est en train de travailler sur l'élaboration, en fait, parce qu'il faut aussi des questionnaires validés.
pour effectivement étudier cette question. Il n'y a pas, les données sur le diabète de type 1 sont extrêmement rassurantes, en tout cas. Voilà, ça. Juste, on peut vous dire sur l'évaluation de la mémoire ou des choses comme ça, on n'a pas mis des questionnaires à tout le monde parce que vous avez vu déjà, on vous fait répondre à plein de questionnaires, c'est un peu compliqué. En revanche, chez les participants les plus âgés, on a mis des questionnaires spécifiques parce que souvent, c'est à cet âge-là qu'on a le plus de soucis. Et je voudrais rajouter un petit point parce qu'il y a énormément de questions et on a vraiment le souci d'essayer de répondre au maximum de questions. Il y a un papa qui disait « Mon enfant est dans SFDT1 depuis longtemps, il n'y a pas d'auto-questionnaire ». En fait, les questions pour les enfants sont différentes et beaucoup plus rares. Donc, c'est pour ça que vous n'avez pas reçu les questions dont on est en train de montrer les résultats aujourd'hui, parce que ces questions qui s'adressent au sport, c'est des questions qui n'ont été validées que chez les adultes. C'est pour ça que vous ne recevez pas ces questions. Donc, la suivante. Donc là, vous voyez ici le résultat d'un questionnaire qui vous a été posé quand vous étiez à l'hôpital. Vous avez été interrogé par l'équipe soignante sur le nombre de jours d'activité physique que vous faites par semaine. Et là, vous voyez le résultat, c'est vos résultats, c'est vous là, c'est le nombre de jours par semaine où vous a donné une activité physique modérée. Et vous voyez que la répartition est assez homogène, donc tout le monde peut se trouver sur un histogramme. Donc à gauche, c'est les personnes, le pourcentage de vous, de la population SFDT1, qui ne font aucune activité physique modérée. Et vous voyez qu'il y en a pas mal qui font une journée, 15%. Il y a 21% qui fait 2 jours d'activité physique modérée. Alors on voit que plus on augmente l'intensité de l'activité physique, le pourcentage diminue et on s'attendait à ce résultat. Et il y a par exemple 5,3% qui font 4 jours, mais quand même 11% qui font 5 jours. Et bravo, il y a 13% de la population qui s'adonne à une activité physique modérée tous les jours, 7 jours sur 7. Ça, c'est déclaratif. Alors la question, c'est est-ce que quand on en fait beaucoup, on passe plus de temps en hypo? Réponse. Vous la voyez affichée ici, la réponse. Vous voyez des histogrammes orange. Les rectangles orange, c'est le temps passé en hypo. Alors, vous voyez que les résultats sont entre 0,5 et 3%. Et non, même pas 1,4, c'est du pourcentage. C'est le pourcentage de temps passé sur une journée en moyenne en dessous de 0,70. Et on observe un résultat qui est quand même plutôt, qui est une bonne nouvelle, c'est que finalement, le pourcentage de temps passé en hypo n'est pas tellement plus important chez les gens qui font beaucoup de sport. Vous voyez qu'à droite, parmi les 13% de personnes qui font du sport tous les jours, finalement, le temps passé en hypo est de 0,8%. Alors 0,8%, c'est un chiffre qui, dans le diabète de type 1, est considéré comme faible. C'est Jean-Pierre, juste une correction, c'est en heures là dans la représentation, tu te souviens, on en avait parlé. Hein, c'est donc un peu moins d'1 heure par jour, en dessous de 0,70 grammes par litre. Mais ce qui reste quand même très faible. Et oui, on voit bien sûr. que selon l'intensité de l'activité physique, il n'y a pas forcément d'augmentation. Alors, on voit une petite augmentation du temps passé en hypo, par exemple, chez les gens qui font du sport pendant 4 jours. Mais 5 jours, c'est plutôt moins. Et on a l'impression, quand on regarde ce résultat, qu'il n'y a pas forcément de relation entre l'activité physique et le temps passé en hypo, ce qui est plutôt rassurant. Est-ce qu'il y a des commentaires sur ce sujet, Laura? Alors, j'avais juste une question, ce que c'est, il posait la question, l'activité physique modérée, c'est quoi modéré? Alors, en fait, c'est déclaratif. C'est qu'est-ce que vous considérez vous-même comme activité physique modérée? Donc, c'est évidemment variable d'une personne à l'autre, mais c'est subjectif. Mais globalement, effectivement, il y avait un exemple, 30 minutes de marche par jour. Effectivement, c'est une activité physique modérée. Hein. La suivante. Une petite question qui fera la suite après avec l'intervention du docteur Becca. Est-ce que c'est plus facile de faire une activité physique avec une boucle fermée parce que la personne a une pompe patch et c'est compliqué à gérer? Alors, pour répondre à la question, il faut rappeler ce que c'est une boucle fermée. On en avait parlé lors du dernier webinaire grâce au professeur Anner qui nous avait fait une présentation sur ce sujet. Donc, c'est un capteur, une mesure continue du glucose qui envoie le résultat à une pompe à insuline et la pompe
a un cerveau, un algorithme qui envoie, qui enregistre, qui envoie automatiquement, donne des instructions à la pompe toutes les 5 minutes. Ça, c'est pour la basale. Par contre, lorsque le patient mange, il appuie sur le bouton pour mettre ses glucides. Normalement, tous ces systèmes-là, il y en a 4 ou 5 qui existent au monde, ils ont des fonctions activité physique pour s'adapter à ça. Donc, la réponse, elle est, pour l'activité physique modérée, en général, les boucles fermées permettent d'être assez protecteurs et de limiter le temps passé en hypo. En revanche, c'est en tout cas notre expérience et qu'on partage avec toutes les personnes qui ont expérimenté la boucle fermée. Pour les grands sportifs, c'est-à-dire l'activité physique intense, le système, les algorithmes ne sont pas encore assez puissants. Mais on fait des progrès. Les systèmes d'intelligence artificielle s'améliorent tous les jours et très rapidement, on aura des modèles qui permettront de prévenir aussi les hippos pendant le sport intense. Alors, il y a quand même des algorithmes qui sont spécifiques et qui marchent bien. Je vous réponds à une question rapidement parce qu'il y a certains d'entre vous qui disent qu'ils ont des hyperglycémies en début d'activité physique, surtout quand il y a un stress. Donc, c'est les hormones de stress, en fait, qui nous mettent en élan pour faire cette activité physique, qui vont faire monter le taux de sucre initialement. Et puis après, avec l'activité physique, il y aura moins de besoin d'insuline et ça va diminuer. Donc, on va continuer parce que sinon, vous allez voir, il y a un super truc Alors après. maintenant, Donc, vous on laisse voyez du temps. ici. Ouais. Oui, mais là, c'est bon. Là, on est dans Ouais. les horaires prévus, donc tout va bien. Ouais. Donc là, vous voyez ici maintenant l'activité physique intense. Est-ce que parmi vous, il y en a qui font un sport très intense? Et là, vous voyez que la majorité d'entre nous, on ne fait pas de sport intense. Mais en tout cas, il y a la majorité ne font pas de sport intense dans la semaine, mais on a quand même 19% de personnes qui font au moins une journée d'activité physique intense, et on voit qu'au fur et à mesure que le nombre de jours augmente, eh bien, le pourcentage diminue, et finalement, c'était attendu et normal. Beaucoup d'entre nous, on n'est pas des sportifs professionnels, à la différence de Zverev qui actuellement joue à Roland-Garros et qui, lui, a un diabète de type 1. C'est quand même le numéro, je ne sais pas, il doit être numéro 3 ou numéro 4 mondial. Donc, on voit que c'est possible. Lui, il aurait coché 7 jours probablement. Et donc, la question, c'est de savoir, dans le cadre de l'activité physique intense, est-ce que plus on fait du sport intense, plus il y a des hypoglycémies, on va retrouver nos histogrammes orange. La suivante. Et vous voyez ici, là vous voyez, donc là je ne me trompe pas, c'est bien le nombre d'heures passées en dessous de 0,70 en moyenne sur une journée. Et on voit de manière assez surprenante que le nombre d'heures passées en hypo est assez comparable, quel que soit le nombre de jours passés à faire de l'activité physique intense. C'est un résultat qui montre que quand on a un diabète de type 1, ce n'est pas forcément facile d'éviter les hypoglycémies parce qu'il faut s'adapter. Alors, les personnes qui font de l'activité physique intense apprennent à adapter eux-mêmes leur insuline avec l'aide de l'équipe soignante, et ben finalement, ils y arrivent pas mal du tout. Et que il y a peut-être beaucoup de craintes et d'inhibition de se dire je ne peux pas faire une activité physique intense parce que j'ai un diabète, mais il semble à travers ce résultat que les hypoglycémies, c'est finalement pas tant un oxplate parce qu'il y a des moyens aujourd'hui, en particulier grâce à la boucle fermée, qui ne marche que partiellement, mais il y a d'autres moyens, par exemple arrêter la pompe, se déconnecter si le temps est limité et si ça ne fait pas trop d'hyperglycémie. Ce n'est pas forcément facile, mais en tout cas, dans l'ensemble, et c'est un résultat, c'est un fait, c'est vous-même qui êtes représenté ici, et bien finalement, on a l'impression que c'est quand même un résultat plutôt favorable. Pas forcément plus de temps passé en hypo lorsqu'on augmente la quantité d'activité physique intense. Alors, il y a toujours ce qu'on appelle, nous, un biais, c'est-à-dire que probablement, c'est les personnes qui ont un diabète, enfin possiblement le plus facile à contrôler, qui vont faire cette activité physique intense. Celui qui est gêné, il va éviter de le faire éventuellement pour justement éviter ces passages en hypoglycémie. Voilà. Juste, je vois 2-3 commentaires. Il y a quelques questions qui sont extrêmement spécifiques à des cas sur des douleurs, des machins. Enfin, on ne va pas pouvoir répondre, je suis désolé. Il faut que vous vous adressiez à votre médecin qui vous connaît bien
et ça va être difficile pour nous de vous raconter plein de choses. En tout cas, sur les 1 heure en hypoglycémie sur une journée me paraît beaucoup. En réalité, l'hypo, c'est défini par un glucose mesuré par votre freestyle libre, puisque là, c'est les données du freestyle libre, inférieur à 0,70 grammes par litre. Ce n'est pas forcément des hypos très symptomatiques, hein. Des fois, on est à 0,69 et ça va vous noter que vous êtes en hypoglycémie, etc. Voilà. Et je rajouterais que parfois, le capteur sous-estime un peu. Ouais. Et il faut toujours vérifier quand on a un doute, il faut faire une glycémie capillaire. Et je vois quand Zverev est 27e mondial, merci beaucoup, mais il va remonter. On a des experts, c'est chouette. Donc, on va poursuivre. Alors, est-ce que Saïd est là? Oui, il est là. Ah, très bonne Bonjour nouvelle. Saïd. Donc, je vais laisser la parole au docteur Saïd Beka, qui est endocrinologue, diabétologue et grand sportif, hein, et grand humaniste aussi. Et il va nous partager une expérience extraordinaire qu'il a vécue avec certains de ses patients. Et donc, je lui laisse la parole. On a un petit Je ne problème suis pas sûre de... que le docteur Becca soit là. Par contre, on a Lilia là, qui peut aussi Ouais, nous parler un petit très peu en bien. attendant que le docteur Becca arrive. Lilia, vous êtes là? Ah, Vous bonjour Lilia. m'entendez? Ouais, Bonjour parfait. Lilia. Vous me voyez aussi ou pas? Super. Nickel. Ok. Ben, bonjour à tous. Déjà, merci de m'avoir invité à ce webinaire. Donc, moi, je suis une patiente du docteur Becca qui est partie sur l'Annapurna avec lui et je suis équipée d'une boucle fermée depuis maintenant 2 ans. Voilà, vous voulez d'autres informations? Si je peux rebondir par rapport à ce que vous avez présenté. Ouais. C'est une thématique qui me touche tout particulièrement parce que je suis professeure d'EPS, donc professeure de sport, et que j'ai découvert que j'étais diabétique durant mes études, donc en STAPS, qui nécessite pas mal d'activité physique au quotidien. Donc voilà, ça a été beaucoup d'adaptation pour moi et un peu une peur en fait vis-à-vis justement de l'activité physique avec le diabète. Et j'ai appris progressivement à faire avec, à pratiquer avec. Et la concrétisation de ce projet sur l'Annapurna, c'était un petit peu le fait de se dire que oui, je suis diabétique, mais ce n'est pas pour autant que je dois me fixer des limites vis-à-vis de l'activité physique. Voilà. Docteur Becca, on vient de faire la jointure. C'est bon. Super. Merci à vous. Ah, c'est génial de t'avoir, Saïd. Oui, alors, c'est pire que la Napurna, là. Je suis dans un taxi après 2h30 de retard. Donc, toutes mes excuses à tous. Et puis, merci Jean-Pierre. Et puis, merci à tous de m'offrir cette tribune. Donc, Lydia vient de se présenter. D'abord de vous rejoindre. Et puis, j'apprécie beaucoup ce que fait Jean-Pierre et ce que tout le monde ici essaie de faire. Donc, en fait, j'ai la chance d'avoir eu d'essayer depuis quelques années de travailler avec des boucles fermées. Et comme le sport et l'activité physique est un de mes hobbies, j'ai proposé à certains patients, 5 patients en fait, de mes patients diabétiques, donc 4 qui avaient une Medtronic et puis une qui avait une Kamaps, de pousser un peu le bouchon un peu plus loin, de se dire qu'après tout, 100 ans après la découverte de l'insuline, il était peut-être temps de démontrer qu'avec le diabète, on peut tout faire. Et donc, j'ai proposé à des patients diabétiques de participer à une expédition, un grand trek dans la Napurna sur 10 jours, avec une ascension qui devait nous mener à 5500 mètres. Alors, c'est évidemment une grande aventure, c'était un grand défi parce que boucle fermée, 5500 mètres, on n'a pas testé jusqu'alors, mais c'est surtout une préparation parce que les gens que j'ai amenés n'étaient pas des grands sportifs. Lilia est une prof de sport, mais les autres n'avaient pas son niveau. Et donc, l'objectif, c'était d'essayer de démontrer qu'en effet, avec le diabète, on peut tout faire, que 100 ans après la première injection d'insuline, il était possible peut-être d'envisager les sommets. Alors, si Laura est connectée, je voulais juste, plutôt que de 20 mots, vous proposer un petit teaser qui fait une petite minute pour un peu situer l'ambiance. Et puis après, j'espère qu'on aura l'occasion de discuter tranquillement si la communication est toujours aussi bonne. Il y a Laura, déjà c'est à vous. pas mal de questions, Saïd. Donc, il y a du coup alimenter la discussion après. L'Annapurna, c'est 9 sommets à plus de 8000. C'est évidemment un territoire qui peut nous paraître hostile de par son altitude, de par aussi ses conditions météo, parce que quand on est parti, on a eu beaucoup de chance, il faisait beau, mais il faisait très froid. Et notamment la dernière ascension, on l'a fait alors qu'il faisait moins 6,5, que vous dormez dans des gîtes qui sont en fait des cabanes assez peu, comment dire, assez peu chauffées, avec le minimum évidemment
de confort. Et donc, il faut savoir lutter, bien sûr, contre la fatigue résiduelle. Il faut bien sûr se prémunir de tout ce qui est accident du froid, protéger le matériel. Et ce qui nous a surpris, mais je pense que si Maxime peut avoir la vidéo, c'est la qualité du matériel et surtout la résistance du matériel qui a tenu, comme vous allez le voir. Maxime, à vous. Donc là, vous êtes, alors, bon, évidemment, quand on vient de labo, j'explique là ce que je viens de vous expliquer, c'est-à-dire qu'en réalité, il y a 100 ans, on considérait que le diabète était un vrai handicap. Et bon nombre de patients, j'imagine peut-être encore ceux qui nous écoutent, se disent que l'avenir est limité, en tout cas qu'ils sont limités. Voilà, moi j'ai tout simplement eu la chance d'avoir des patients qui m'ont fait confiance et avec lesquels on a beaucoup travaillé. On est équipé de boucles fermées et on est parti donc un beau matin de novembre 2022 à l'assaut des premiers sommets. Alors, on commence l'ascension à 2200. Il faut déjà vous habituer à l'altitude, c'est pas simple. Mais vous êtes tellement bercé par des paysages absolument magnifiques qui sont très très différents de ce qu'on peut imaginer parce que même quand on voyage un peu dans les Pyrénées ou dans les Alpes, on n'a pas idée de ce que peut être l'immensité des sommets. Alors c'est une découverte à la fois bien sûr humaine, scientifique, touristique, mais surtout sportive parce qu'en réalité, comme le montre Mila, ce qui est exceptionnel, c'est qu'on peut avoir des résultats magiques malgré qu'on fasse à peu près 7 heures de trek par jour pendant 9 jours. Alors c'est pas de tourpeau, c'est difficile. Là, vous allez voir des gens qui ascensionnent jusqu'à des pentes de 20% parfois. Et puis, à chaque fois, bien sûr, c'est des paysages somptueux. Une population très, très curieuse de découvrir un peu ce que l'on fait. Et puis, ce qui était encore plus exceptionnel, c'est le tir, c'est-à-dire le temps passé dans la cible, à parfois 90% après une journée de randonnée. Alors, si vous, un jour, vous ascensionnez les sommets de la Annapurna, méfiez-vous parce que c'est pour avoir le vertige. Et il faut surtout bien supporter le froid, comme ces deux patients qui sont vraiment frigorifiés après une ascension de 11 heures. Alors là, vous avez donc quelques de mes patients, quelques images évidemment de Escalade Annapurna, donc un total dépaysement, mais des gens absolument magnifiques et des Sherpas volontaires qui nous ont aidés jusqu'au bout parce que c'est vrai que l'ascension est longue. Et la dernière étape, c'est lever à 4 heures du matin, rapide petit déjeuner. Et puis après, vous commencez à ascensionner. Et là, vous êtes à 5500 mètres avec toutes les motions requises. Et je vous invite à bien lire ce que va expliquer le patient qui va s'exprimer dans une seconde parce qu'il a une histoire exceptionnelle. C'est-à-dire qu'il a été, bien sûr, découvert le diabétique à l'âge de 12 ans. C'est lui justement qui parle, et il explique qu'à l'époque, il n'a pas pu aller en classe de neige. Et donc, j'avais compris moi, que ça l'avait bien sûr un peu heurté. Mais là, qu'on arrive à 5500 mètres, et je lui demande juste sa première impression, il me demande comment ça s'est passé. Il me dit quelque chose de magnifique. Il me dit, en pleurant, mais ils n'ont pas voulu de moi dans les Pyrénées, parce que la classe de neige m'était interdite. Mais maintenant, je suis à 5500 mètres et je ne vais pas m'arranger, mais tout comme. Donc, juste pour vous montrer un peu comme quoi, en effet, d'abord, l'annonce du diabète peut être aussi brutale et surtout comment on peut être très, très vite un peu ghettoisé, mais surtout justement comment l'activité physique, le dépassement de soi, peut ramener à se retrouver comme il soit. Donc, merci à tous. Et puis, c'est dommage qu'on n'ait pas eu le son, mais vous aurez éventuellement sur YouTube, maintenant, on peut les avoir assez facilement. Vous aurez un peu l'image de tout ce qui s'est passé. Puis, bien sûr, les commentaires Lilia qui va peut-être vous parler un petit peu de ce qu'elle a vécu. Euh, Est-ce que, peut-être avant de lui laisser la parole, il y a quelques questions techniques qui ont été posées par le chat que je propose de te relayer si tu es d'accord. Par exemple, Karima demande température et insuline sous pompe, pas de problème. Est-ce que Alors, l'action est la même? arrêtez, on s'était préparé parce qu'il y a 10 ans de ça, j'ai amené des patients au pôle Nord, où là, il faisait -40, donc on a beaucoup appris de nos erreurs de l'époque. Donc, si on est avec un système à l'abri, c'est-à-dire vraiment, on ne laisse rien, pas une tubulure qui sort en dehors des affaires, ça passe bien. Ça passe bien, ça continue. On est à chaleur cutanée du corps, donc ça passe plutôt bien à 37, là, tout passe bien. Évidemment, quand on arrive, il faut balancer tous les flacons d'insuline parce qu'on n'a pas eu de congélo, mais globalement, il faut entendre quand il fait oui, ça passe bien, à condition d'être très précautionneux. Est-ce que vous aviez des mesures particulières dues au diabète pour éviter la gangrène due au froid? Demande M. Alors, des mesures particulières, il faut se protéger du froid, hein. Là, il n'y a pas d'erreur possible avec le froid, c'est-à-dire que ça ne pardonne pas. Donc, c'est double paire de gants, on ne mouille pas ses gants, on est ouvert avec le système des 3 couches. Et j'ai eu la chance d'avoir des patients qui nous faisaient confiance. On a été coachés aussi avant. On avait un coach avec nous, sportif, qui connaissait bien la montagne aussi. Donc, non, c'est des choses qui sont tout à fait possibles et à condition d'être très respectueux de l'environnement. Il faut être très, très prudent au départ, mais très vite, les habitudes s'installent et ça fonctionne très bien. Et avant de laisser la parole à Lilia, dernière question. Quel âge avaient les participants au défi sportif? Alors, la plus jeune devait avoir 28 ans, je crois. Le plus jeune, pardon, c'est un garçon, un jeune homme de 28 ans. Et puis le plus âgé devait avoir 40 ans. Ils avaient tous des choses à régler comme avec le diabète, hein, globalement. Alors, enfin, pas les traumatismes, mais pas des revanches, mais pour moi des choses à régler, notamment sur l'image du diabète, tout ce que ça pouvait véhiculer. Lilia vous racontera, mais elle aussi, elle n'aime pas trop parler de son diabète. Et quand on les voit maintenant, je pense que vraiment, ça a changé pas mal de choses dans leur vie, j'en suis ravi.
Saïd, les commentaires sont dithyrambiques et Ouais. j'aimerais bien qu'on écoute Lilia pour un témoignage de cette Ouais. aventure. Juste un petit bémol, encore une fois, moi, Ouais. ils sont historiques par rapport à ce qu'ils ont fait. Moi, je suis comme vous, je suis admiratif de ce qu'ils ont pu passer, parce que moi, quand je suis fatigué, je me dis c'est normal. Eux, ils doivent combattre tous les aléas de tout Mhm. cela. Et c'est vrai que la boucle fermée dans ces moments-là est aussi un outil magique. Lilia, peut-être que on est vraiment, on attend vos commentaires, vos récits, vos anecdotes. Que de pression. Je lis au fur et à mesure les commentaires et vraiment merci beaucoup, ça me touche énormément. Ça a été une très très chouette aventure, tant d'un point de vue humain que médical, et puis pour tout l'environnement qui était le nôtre. Ça a été beaucoup d'étapes en fait, tant d'un point de vue médical que psychologique. On a eu indirectement la chance de se préparer assez longtemps à ce projet, puisque initialement, on devait partir en 2020. Mais le Covid s'est joint à la fête. Donc, le départ a été reporté pendant 2 ans. Donc, ça nous a permis en fait de déjà nous connaître, puisqu'initialement, on devait partir avec un groupe un petit peu d'inconnus après une préparation de 6 mois. Donc là, on est parti au bout de 2 ans. Donc finalement, ces inconnus, c'était devenu des amis. Donc ce qui fait aussi que ça a été un voyage très, très fort humainement, avec toutes les personnes qu'on a rencontrées aussi sur place. Et puis, d'un point de vue plus médical et diabète, ça nous a permis aussi de nous familiariser pendant 2 ans avec ce système de boucle fermée. Je ne vous cache pas qu'au départ, c'était compliqué, tant d'un point de vue médical pour comprendre comment ça fonctionne de manière générale, et puis d'un point de vue psychologique aussi. Pour ma part, ça a été très, très dur psychologiquement de passer à une pompe avec tubulure, parce que j'avais toujours connu les stylos à insuline ou l'Omnipod. Et du coup, j'avais l'impression pour la première fois de voir ma maladie sur moi. Donc, ça a été plusieurs étapes assez particulières. Mais à l'heure d'aujourd'hui, je ne ferai pas marche arrière. Si on me propose de revenir en arrière, je dirais non. Et puis, par rapport à ce projet-là, je vois des commentaires assez incroyables, mais je voudrais vraiment faire passer le message que n'importe qui, finalement, pourrait y prétendre, avec de l'entraînement, évidemment, et de la préparation. Mais je pense que c'était l'essence aussi du projet que le docteur Becca portait, c'était de montrer que quel que soit notre diabète, donc là en l'occurrence de type 1, quel que soit notre niveau physique, notre passif sportif, on est capable en fait. Et c'est pas, en tout cas, c'est pas le diabète qui est un frein pour ce genre de projet, pour ce genre de prouesse, si on peut dire. Je vois, tu sais, dans le chat, il y a pas mal de questions aussi sur l'adaptation. Qu'est-ce qui a dû être adapté, par exemple, techniquement, hein, mais on n'est pas obligé de rentrer vraiment dans la technique pure, mais en fait, les grands points et aussi sur l'alimentation, notamment sur le risque d'hypoglycémie, des choses comme ça. Alors, déjà, il y a eu une adaptation à faire avant le départ. C'est-à-dire qu'on a eu des entraînements globalement à peu près 3 par semaine au minimum, après en compléter. Ce qui nous a permis déjà pour ceux qui partaient vraiment de zéro en termes de sport, de commencer à préparer en fait le corps à l'effort. Par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure, de mon vécu personnel, j'ai la sensation que plus on fait du sport et plus le corps est habitué à l'activité, et moins on fait d'hypo, ou en tout cas, c'est plus facile de les anticiper et de les prévoir, puisqu'on comprend en fait assez rapidement comment le corps réagit en fonction de l'intensité et du type d'activité. Donc ça a été la première préparation en amont. Et puis évidemment avec la pompe, comprendre comment régler le basal. Alors on a le système de microbolus sur les pompes à boucle fermée, c'est-à-dire que dans la journée, le capteur de glycémie est relié à l'algorithme de la pompe. S'il capte que la glycémie augmente, il va nous envoyer ce qu'on appelle des microbolus, qui sont des toutes petites doses d'insuline pour nous permettre de baisser progressivement sans être en hypo. Et à l'inverse, si la glycémie est trop faible, dans ce cas-là, l'injection d'insuline se coupe.
Donc, toute cette préparation-là s'est fait en amont. Et une fois sur place, avec le docteur Becca, il nous a fait changer nos réglages pour voir un petit peu à la baisse, en fait, ces différents ratios en termes d'injection d'insuline. Donc, c'est ce qui nous a permis, en fait, de grandement limiter les facteurs d'hypo sur place. Lilia, Saïd, alors juste avant de poser la question que je voulais poser, il y a beaucoup de gens sur le chat qui posent la question: à quand la boucle fermée avec Omnipod? Alors je me permets de répondre, il y a quelques centres qui le testent actuellement, donc c'est très très proche d'arriver au remboursement. C'est difficile de donner une réponse précise parce qu'il y a des discussions avec le ministère. En tout cas, elle existe, elle marche bien, et on peut imaginer que maximum 2 ans, on pourra la voir facilement, c'est-à-dire la boucle fermée avec Omnipod. Mais il y a une question qui revient souvent dans les chats, Lilia et Saïd. C'est la question, c'est est-ce que le fait d'avoir une boucle fermée était un plus pour la gestion, ou est-ce que sans boucle fermée, on peut faire l'Annapurna? Lilia, je vous laisse répondre d'abord. Allez, gros plus pour moi. Pour avoir testé différents systèmes avec de l'activité physique, gros plus, et ça m'a permis vraiment de limiter grandement les hypoglycémies. Pour différentes raisons. Déjà, il y a le système Stop Hypo qu'on retrouve sur certaines pompes qui ne sont pas en boucle fermée, mais du coup, ça aide énormément. Et on a plusieurs fonctions possibles. Alors, je voyais quelqu'un qui parlait d'objectifs temporaires. Donc, on a une fonction activité, vous en parliez tout à l'heure, qui permet en fait d'office, simplement en appuyant sur un bouton, de régler une cible temporaire, d'adapter le basal, de supprimer les microbolus. Donc, c'est toutes ces petites choses-là en fait qui nous permettent de limiter grandement. Et puis, c'est peut-être un peu bête à dire, mais moi, avec la boucle fermée, j'ai un peu l'impression d'oublier mon diabète. Et du coup, la charge mentale vis-à-vis de l'activité physique, elle est réduite. Elle est toujours présente, hein, c'est pas miraculeux non plus et on reste diabétique. Mais par contre, c'est une grosse béquille. Merci beaucoup, Lilia. C'était très, très clair. Je vais compléter avec ce que disait Lilia. Moi, j'ai la chance de mener de par le passé pas mal d'expéditions, que ce soit au pôle Nord, que ce soit en faisant des Ironman ou tout simplement même en faisant la Diagonale des Fous, le Marathon des Sables. C'est clair qu'à l'époque, si nous avions eu une boucle fermée, je pense que on aurait été encore plus performants et surtout avec beaucoup moins de fluctuations d'hypo. Donc la boucle fermée, c'est vraiment une valeur ajoutée énorme sur le plan métabolique déjà, c'est-à-dire sur le plan de la régularité des hypos, des hyper, en tout cas leur diminution très nette. Et puis bien sûr, ce que dit Lilia, la charge mentale, c'est-à-dire ne plus avoir à s'occuper la nuit en récupération, savoir si je vais faire une hypoglycémie, c'est déjà un tel confort qu'on n'imagine pas maintenant faire ce type d'expédition sans la boucle. Alors je vois aussi beaucoup de commentaires sur moi la tubulaire, c'est pas pour moi. Je veux dire, quel dommage. Tu sais, dans la vie, c'est des rapports bénéfice-risque. Justement, Jean-Pierre en parlait. C'est vrai que on attend avec impatience la pompe patch, mais en attendant, ce serait vraiment trop dommage de se priver d'un système qui change la vie des gens parce qu'on change complètement de paradigme. C'est-à-dire que je ne suis plus diabétique, c'est simplement j'ai du diabète. Et puis, bien sûr, je suis monsieur ou madame Intel. Ouais, je suis vraiment d'accord là-dessus. Enfin, pour être passé vraiment par ce stade d'acceptation psychologique, enfin, je vous dis la vérité, hein, j'en ai pleuré de voir cette tubulure pour moi. Il y a plusieurs fois où j'ai failli lâcher. Je me suis dit non, c'est pas pour moi. Bon, le docteur Becca est quelqu'un à l'écoute et persuasif et en qui j'avais entièrement confiance, donc j'y suis allée jusqu'au bout. Mais vraiment maintenant, oui, alors certes, visuellement, c'est autre chose. D'un point de vue pratique, il faut s'adapter aussi. Mais en termes de confort de vie, il n'y a vraiment rien de comparable. Enfin, en tout cas, de ce que moi, j'ai pu vivre. Et effectivement, hein, quand il y aura ce système sous patch, je ne serai sûrement pas la dernière à être intéressée. Mais en tout cas, à l'heure actuelle, en termes de confort de vie, de charge mentale, et puis même d'un point de vue médical, vraiment, je suis convaincue. Et d'un point de vue médical, justement, on en rigolait avec le docteur Becca. J'ai fait ma prise de sang là, il y a 2 jours. Et mon hémoglobine glyquée est passée à 5,2%. Ce qui, honnêtement, est assez incroyable pour moi. Enfin, j'ai rarement été en dessous des 7% avant. Donc, voilà, ça parle un petit peu d'elle-même. Alors, il y a des gens du webinaire qui sont intéressés pour la prochaine aventure. Je ne sais pas qu'est-ce qui est prévu, Saïd, Lilia.
On a quelques projets, mais pour l'instant, ça reste encore un peu confidentiel, là, oui. D'accord, ok. C'était magnifique. Vous nous avez Ouais, fait. merci beaucoup, c'était génial. Moi, j'avais déjà vu le teaser, enfin le petit film, et à chaque fois, j'ai les poils qui se dressent sur mes bras. Enfin, je trouve ça merveilleux, et on a eu les mêmes réactions là dans le chat, et c'est vraiment chouette. C'est vraiment chouette, très positif, et voilà, c'est chouette. Je crois qu'on va s'arrêter là sur ce sujet parce qu'on va devoir clore bientôt notre réunion. Alors, on a quelques. Peut-être je te laisse, Emmanuel, Ouais, conclure avec les questions. On a deux petites questions très importantes pour nous à vous poser et je laisse Manu terminer le webinaire. ok. Donc là, à nouveau, on va vous poser une question. Si tu veux déclencher Question est le mail. affichée. Voilà. Donc là, vous allez écrire, hein, et on va recueillir toutes ces informations. On a déjà fait ça la dernière fois et c'est là qu'on avait vu que le sport sortait beaucoup. On l'a vu par un certain prisme, hein, d'accord? Mais là, on aimerait que vous puissiez nous mettre les thèmes qui vous intéressent pour qu'on s'adapte sur les prochains webinaires pour correspondre à peu près, enfin, le plus possible à vos souhaits. Donc là, on va vous laisser parler. À écrire surtout. Oui, écrire, pardon. Voilà. Et Les abus de Siri, hein. ouais, c'est ça. On s'habitue vite à parler à notre clavier. Voilà. Moi, je vais en profiter pour vous laisser parce que mon taxi arrive. Merci Ouais, encore. ah, ça y Merci, est. c'était magnifique. Merci, Lilia aussi, mais tu restes avec nous, je pense. Merci, merci, merci. Est-ce Et au que plaisir du coup, demain. on a eu le temps de recueillir des infos, Hervé? L'écriture prend un peu plus de temps que Ouais, communiquer. Là, on a une trentaine de personnes. d'accord. Bon, Après, voilà, tu me dis, ouais, parce on qu'après, peut on n'a plus qu'une continuer. seule question Ouais, derrière. ok. Donc, mettez Tout des ce que, donc, commentaires. ce qu'on peut vous dire, c'est que nous, enfin, l'équipe SFDT1, on adore faire ce travail. Enfin, c'est un travail scientifique, mais aussi très proche des personnes qui vivent avec un diabète de type 1 qu'on peut soigner. Qu'il y a notre équipe projet là que vous voyez, mais en fait que tous vos diabétologues, ils sont très impliqués dans la cohorte, qu'on en parle souvent, qu'on fait des réunions et qu'il y a cet apport, vous nous apportez beaucoup, comme nous, on espère vous apporter pour vous soigner. Vous n'avez pas choisi de vivre avec un diabète de type 1 et on essaie de vous accompagner le plus possible, que votre parole, elle est très importante, que quand on a déterminé ce que vous disiez Jean-Pierre tout à l'heure, les thématiques aussi, et qu'on a dit qu'on allait mettre plus de questionnaires, c'était qu'on voulait élargir. On a fait des focus groups, c'est-à-dire des groupes avec des personnes qui vivent avec un diabète de type 1 pour déterminer des thèmes qui les intéressaient. Enfin bref, on a vraiment essayé d'adapter le plus possible et que cette cohorte, on veut la faire vivre aussi avec vous pour répondre à plein d'autres questions, pas seulement le risque de faire des maladies du cœur et des artères, bien sûr, mais beaucoup plus loin. Et vous voyez que là, on parle de la qualité de vie, de l'activité physique, et il y a plein de thèmes dont on peut parler. On va peut-être s'arrêter là sur cette question, Hervé, si tu OK. veux. Comme dans une copropriété, on a atteint le quorum, on est à 52%. C'est bien, d'accord. Et après, il va falloir qu'on dépatouille et qu'on regarde. Voilà. Alors Voilà. voilà, pour avoir une petite idée, effectivement, donc on va exploiter un petit peu ces. Voilà. Alors, tout le monde ne répond pas au questionnaire et on a repéré que certains, finalement, ne les recevaient pas. Donc, il y a plusieurs points. Soit vous êtes, en fait, quand vous avez été inclus dans l'étude, avec la première visite, ça a déclenché normalement un mail. Et il fallait répondre à ce mail pour qu'après, ça déclenche tous les questionnaires tous les mois. Il est possible que votre premier mail soit passé dans les spams, malheureusement. Et vous pouvez faire réactiver les questionnaires en parlant au médecin qui vous a inclus dans l'étude. C'est la première chose. Voilà. Est-ce que le deuxième questionnaire est maintenant ou pas? Ça va Oui, être un des vas-y, prochains oui, je t'en webinaires. prie, parce qu'en Très fait, bien. effectivement, Il y a Voilà. quelqu'un qui dit qu'une heure, c'est un peu court, mais quand même, il est tard, donc on veut. oui, c'est ça. Non, mais alors, ce qu'on dit, c'est qu'on fasse le webinaire, on a dit 2 fois par an, mais on se dit qu'éventuellement, on peut faire 3 fois par an. Enfin, vous voyez, on peut s'adapter aussi, hein, si on a l'impression qu'il y a beaucoup de thèmes qu'il faudrait. Enfin, voilà, et ça fait vivre et c'est chouette. Donc, lors du prochain webinaire, on vous propose plusieurs sujets. Et vous pouvez cocher. Sur le profil, Jean-Pierre, c'était quoi l'idée exactement?
L'idée, c'est de savoir finalement, là on est ensemble, là on est 140 ici présents, on a été jusqu'à 160 à un moment, mais il y a 1200 personnes. Et là, la question, c'est de savoir est-ce qu'il y a plus d'hommes, est-ce qu'il y a plus de femmes, quel est l'âge, quel est le métier des gens, c'est que nous nous connaissions ensemble. Voilà, Voir un qui petit on peu est. là, on donne l'âge, le sexe, c'est ça, et donc on veut aller un peu plus loin. Est-ce qu'on est bien équilibré? Est-ce que voilà, disons, la question, c'est que nous partions nous-mêmes à la découverte de tout le monde, quoi. Ok. Bon, bah là, c'est pour cocher, donc je pense que c'est rapide. Donc, on peut peut-être révéler surtout qu'il est l'heure dépassée de Voilà, 20 tout à fait. minutes. Voici la révélation. Voilà, merci beaucoup. Donc, ok. De toute façon, on pourrait faire un petit truc profil quand même. Les hypos, on en a déjà parlé. Complications classiques du diabète. Je vois que ça sort beaucoup. C'est vrai qu'on pourrait reparler de ça, hein, c'est assez chouette. Et puis, le sommeil, le reste à charge. Le reste à charge, c'est en fait, les soins sont remboursés en France. On a beaucoup de chance, mais en fait, il y a certaines choses qui ne sont pas remboursées. On voit l'impact au travail. Donc, merci beaucoup. On va considérer tout ça. Vous voyez qu'on est une super équipe, qu'on s'entend bien, qu'on aime ce qu'on fait. Et donc, on vous remercie beaucoup. Je pense que tout le monde va vous faire un petit coucou pour dire au revoir. Et très, très bientôt. Au revoir à tous. Merci beaucoup pour ces Merci échanges. beaucoup. Merci Lilia. Merci de Merci m'avoir beaucoup. invité et bravo à vous, tant en tant que médecin que patient, qui participez à cette étude pour faire avancer la recherche. Merci. Merci Lilia. Allez, à bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir.